Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité qui encore une fois reste bien chargée. Arnaud de Benedetti, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Sébastien Toen qui s'en va et qui continue. Oui, c'est je pense ce matin c'était un peu voilà, ça pourrait être mon coup de gueule. Jean-Michel Apathy qui dit: je ne suis pas Charlie Hebdo, je n'ai jamais été Charlie Hebdo, je suis Charlie mais je ne suis pas Charlie Hebdo. Oui. Et il faut foutre la paix aux religions. Moi, ça fait longtemps qu'il a bifurqué. Hein. Ce discours-là, j'ai un peu de mal à l'entendre. Voilà, donc on est ensemble avec vous, avec Alexandra Spiner, donc enseignante. Vous êtes déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Arnaud Benedetti, j'ai dit professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous avez publié Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, avec un point d'interrogation aux éditions Michel Lafon. On va pouvoir reparler évidemment du RN. Gilbert Azoulay, directeur général de News Tank Éducation. À chaque fois vous le passez mal. News Tank Éducation. News Tank Éducation. C'est comme je veux. Hein. Et Andrea Cotarac, vous êtes porte-parole du RN. Donc avec vous sur Sud Radio, on va débattre et commenter l'actualité. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Arnaud Benedetti, je profite du fait que vous soyez là pour parler de Boualem Sansal. Et c'est ce que vous voulez évoquer. Enfin, je voulais déjà savoir si vous aviez des infos, des nouvelles. Les dernières informations qu'on a, on les a par ses avocats algériens. Oui. Boualem Sansal est toujours, il est hospitalisé dans une unité carcérale de l'hôpital Mustapha à Alger. Il est soigné pour une tumeur cancéreuse. Je rappelle qu'il est quand même âgé, qu'il a 80 ans, donc il est malade, que évidemment son arrestation constitue un scandale au regard des principes élémentaires qui doivent nous animer. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs pistes pour nous. Il y a évidemment l'internationalisation du combat, ça c'est le premier point. Le fait que, on a eu une réaction du président de la République qui, je crois, a trouvé les mots, là, pour le coup, devant la conférence des ambassadeurs en disant que l'Algérie se déshonorait. C'est le moins qu'on puisse dire, en continuant à retenir, pour des motifs totalement imaginaires et fantasmatiques, notre compatriote, parce qu'il faut le rappeler, il est notre compatriote aussi, Boualem Sansal, puisqu'il est franco-algérien. Voilà. Il est français. Il est français et algérien. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est une libération rapide. Le problème, c'est qu'on voit bien que la relation entre la France et l'Algérie se tend particulièrement. Elle est très complexe, très tendue, et qu'on a un pouvoir algérien qui fait monter, les enchères à proportion que la France reste extrêmement, réservée dans sa réaction. Voilà. Donc avec les mots du ministre des Affaires étrangères qui doutait de la bonne volonté. Non, mais il n'y a pas à douter de la bonne volonté. On est face. Alors justement, peut-être que ça me permet de faire la transition avec le coup de gueule que je voulais faire. C'est que vous avez bien vu que maintenant, depuis une semaine environ, vous avez tout un ensemble d'influenceurs sur les réseaux sociaux algériens qui s'attaquent à la fois à la France, qui s'attaquent à Boualem Sansal, qui s'attaquent à ceux qui soutiennent Boualem Sansal de manière très active et de manière très intense. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, finalement, quand on reconstitue le puzzle à partir de l'arrestation de Boualem Sansal, on comprend exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ça vient, en effet, de la position et de la position française sur le Sahara. Je rappelle qu'au mois de juillet dernier, le président Tebboune avait dit, de toute façon, après la reconnaissance française de la souveraineté marocaine, le président Tebboune avait dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous ferons en sorte de faire regretter à la France sa position. Bien sûr. Et en fait, le premier acte inaugural, de cette offensive algérienne, c'est quoi ? C'est tout simplement l'arrestation de Boualem Sansal à Alger le 16 novembre dernier. Et il s'ensuit aujourd'hui tout un plan qui est tout à fait concerté avec des influenceurs qui sur les réseaux sociaux s'en prennent à la France et s'en prennent en effet à tout ce qui d'une manière ou d'une autre vient soutenir Boualem Sansal. Et on sait très bien, parce qu'on avait un certain nombre d'informations, que tout ça est concerté largement. Et l'autre point, c'est qu'on peut aujourd'hui imaginer que le pouvoir algérien n'hésite pas à
instrumentaliser une partie de la communauté, malheureusement, algérienne en France, pour mener à bien son offensive sur notre propre territoire. Avec le rôle joué par le recteur de la mosquée de Paris, qui a un rôle qui sort peut-être de son rôle. Écoutez, moi j'ai sollicité personnellement le recteur de la mosquée de Paris, je lui ai écrit, à plusieurs reprises, je n'ai jamais eu de réponse de sa part concernant un quelconque soutien à Boualem Sansal. Je tiens d'ailleurs à la disposition, le SMS que j'ai envoyé au recteur de la mosquée. Il ne vous a pas répondu du tout. Non seulement il ne m'a pas répondu, mais de toute façon il ne répond à aucun membre du comité de soutien, en l'occurrence. Donc, et puis le communiqué qui a été émis qu'il a signé il y a quelques jours. Très clairement, il sortait de son rôle de religieux pour entrer dans le domaine du politique. Oui, mais ça fait... c'est pas la première fois, ça fait, comme vous le dites, ça fait pas mal de temps. Les réactions du recteur, il suffit de suivre son compte X, je crois que c'est assez coutumé de sa part, dans la matière. En tout cas, on n'a pas de réponse de sa part. Je voulais juste dire un mot. Parce que le gouvernement algérien, qui est corrompu au dernier degré, et tout le monde le sait, je voudrais juste, moi j'en parle beaucoup avec mes amis algériens, qu'ils soient kabyles ou pas, parce que les kabyles sont toujours opposés. Les Algériens, ils sont pas pour ce gouvernement. Les Algériens, ils soutiennent pas la prise de position. Le peuple, il souffre de la corruption, il souffre des manques, il souffre des pénuries et tout ça, et ils en ont vraiment ras-le-bol. Et c'est vrai que ce gouvernement qui fait absolument n'importe quoi sous couvert de colonisation, c'est juste insupportable. Et je dois dire qu'il serait temps un jour peut-être que le peuple se réveille. Juste un point, il faut quand même comprendre que le pouvoir algérien est un pouvoir policier. Donc c'est-à-dire que les Algériens ne sont pas libres. Il faut dire ce qui est. C'est pas un état de droit, l'Algérie. Voilà. Vous voulez dire un mot? Oui, peut-être revenir aussi sur les errements de la diplomatie française. Oui. On a quand même donné beaucoup de gages à ce pouvoir algérien, et je crois que la faute originelle, si je puis dire, elle est là. Si nous avions été toujours dans la fermeté, il y a toujours ce sentiment de culpabilité qui fait qu'on a essayé de moyenner avec eux, mais en fait il fallait être beaucoup plus ferme. Il n'y a aucun sentiment de culpabilité. Il a été entretenu par le président de la République qui a prononcé des phrases qu'un président ne doit pas prononcer. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons. Midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous, avec Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. J'ai bien dit. Oui. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous avez publié aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, qui est paru chez Michel Lafon. Je rappelle également que vous êtes à la tête du comité de soutien. Ouais. Non, mais vous faites partie, vous êtes un membre actif du comité de soutien à Boualem Sansal. Et Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. On va parler d'Elon Musk. Jusqu'où ira-t-il? L'ingérence en Europe, la santé, première priorité des Français. C'est un sondage IFOP fiducial. Et puis les 10 ans après l'hypercachère, les Juifs de France peuvent-ils vivre tranquillement? On pose la question, bien qu'on ait déjà une idée de la réponse. Libération, ce matin, fait sa une sur 10 ans après l'hypercachère, la solitude des Juifs de France. Tous ces sujets avec vous. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Peut-être vous, Andrea, coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule, ou plutôt une prise de conscience, au-delà de notre différence, sur deux actualités qui pour moi sont entrechoquées cette semaine. La première, c'est évidemment la commémoration des attentats qui ont eu lieu en 2015, à la fois chez Charlie Hebdo, à l'hypercachère, contre des policiers, mais aussi au mois de novembre 2015 sur les terrasses au Stade de France et au Bataclan. Et l'autre actualité qui s'entrechoque, c'est ce que j'ai écouté de la part du ministre de la Défense hier sur une radio concurrente, à savoir que les services secrets intérieurs et extérieurs français sont parfaitement inquiets de la résurgence de ces organisations, telles que Daesh en particulier. Il explique même que la France, il y a quelques jours, a frappé la Syrie et a frappé des cibles de Daesh qui renaissaient. Les États-Unis d'Amérique ont frappé 75 fois la Syrie sur des cibles de Daesh. Alors, effectivement, c'est une actualité inquiétante parce que les attentats ont lieu en 2015, que nous sommes en 2025.
Alors oui, le Rassemblement national, je peux dire que a proposé une proposition de loi avec Marine Le Pen de 36 articles pour combattre l'idéologie islamiste sur le territoire. Oui, on combat les droits et libertés de tout le monde, à commencer par Charlie Hebdo, qui était quand même pas le journal le plus tendre avec cette famille politique. Mais voilà, dans cette philosophie-là, j'invite vraiment toute la classe politique française, de gauche, de droite, à ne pas minimiser le danger islamiste, parce que après les attentats de novembre 2015, je me souviens par exemple de Clémentine Autain qui nous expliquait que pour répondre à la menace islamiste, il fallait plus de services publics. Bon, moi j'y crois pas. Je constate que des députés, des sénateurs ont manifesté avec le CCIF en novembre 2019. Donc des islamistes, une organisation dissoute par le ministère de l'Intérieur. Je constate que vos confrères de Libération ont toujours sur leur site internet, vous pouvez aller voir, l'appel du CCIF à cette manifestation. Il est toujours en ligne, alors que l'organisation est dissoute pour islamisme, antisémitisme, atteinte même aux libertés fondamentales que la France propose, en tout cas qui est intrinsèque à l'identité française. Voilà, moi, ma prise de conscience, c'est celle-ci. Oui, on a proposé des choses, mais évitons le sectarisme sur cette thématique-là, parce que pour le coup, que vous soyez de gauche, à Charlie Hebdo, non-croyant, que vous soyez de droite, je dis n'importe quoi, peut-être des personnes et des victimes de l'hypercachère, que vous soyez policier, que vous soyez professeur de l'éducation nationale, vous êtes tous touchés et vous êtes tous des cibles potentielles. Vous, moi, vos auditeurs, leurs enfants, on est tous des cibles potentielles de ce terrorisme-là. Alors je pourrais vous dire en tant que porte-parole, en 2027, Marine Le Pen arrivera. Vous inquiétez pas, la PPL sera appliquée et j'y crois. Mais je pense que cette thématique-là, c'est maintenant qu'il faut agir tout de suite et se mettre autour de la table pour lutter contre des ennemis de la République, des ennemis de notre pays. La question, c'est est-ce que c'est pas trop... Enfin, il n'est jamais trop tard, mais est-ce que c'est pas trop tard? Mais écoutez, plus on attend, plus on prend un retard. Alors oui, le RN a été un des premiers à planter le drapeau de ce danger-là. Je constate aujourd'hui que, et c'est d'ailleurs la proposition de la Marine Le Pen, c'est que ça touche à toutes les sphères de l'État. Ça peut toucher à la fois aux subventions aux associations, ça peut toucher à la fois à l'interdiction de fonctions électives à des personnes islamistes, ça peut toucher à l'ingérence, quand on a écouté tout à l'heure ce que vous avez dit sur le recteur, ça peut toucher à l'expulsion des fichiers S et des islamistes étrangers qui sont sur notre territoire, ça peut toucher à élargir l'action des autorités de l'État pour fermer par exemple définitivement des lieux de culte qui sont promotion de cette idéologie, parce que je rappelle que c'est une idéologie politique qui se base certes sur des matériaux religieux, mais moi je différencie bien les musulmans des islamistes. Les musulmans, ils croient en Dieu, ils respectent les autres, et il y en a énormément. C'est une majorité, c'est une majorité. Oui, ma mère est d'ailleurs de culture musulmane, donc j'ai pas de problème à le dire. Et les islamistes, ils croient en Dieu et ils massacrent les autres. S'il y a une idéologie qui est derrière, ils ont le temps, ils ont 1000 ans. Il y a des professeurs d'université qui ont travaillé ça dans les universités du Caire. Il y a une manne financière, il y a une vraie stratégie politique pour nous attaquer. Face à ça, je constate qu'il y a une gauche qui considère que c'est 2-3 jeunes de banlieue qui un jour ont regardé une vidéo YouTube. C'est trop léger. C'est complètement faux. Donc j'appelle simplement, c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur, à une prise de conscience générale pour lutter véritablement ensemble contre cette idéologie qui empoisonne la société. Le fait que le PS soit allé à Bercy sans le LFI pour discuter de la éventuelle participation au gouvernement marque un vrai schisme et une séparation avec cette gauche qui est tolérante pour ces idées extrémistes et une gauche qui devrait prendre en main et prendre en compte ces éléments. Et je rappelle par exemple que Libération, c'est pas le journal de LFI, c'est plutôt proche du PS. Pourtant, ils ont toujours l'appel du CCF en ligne. C'est quand même une question. Mais au-delà de ça, il y a ce qui se passe en Afghanistan, dans ce genre de pays. Moi, j'ai une amie afghane qui me dit, mais vous allez voir ce qui va se passer. Les camps d'entraînement aujourd'hui des terroristes, ils sont en Afghanistan. Donc on a complètement, beaucoup plus profondément, complètement renoncé. Alexandra Spinner. Il y a plein d'événements récents qui montrent quand même que la prise de conscience, elle n'est pas, aussi brutale qu'elle devrait l'être. Parce que vous voyez par exemple le ministre de la Justice syrien. Oui. Bien. Voilà un homme, un islamiste modéré. Je vais exécuter. Mais ça évidemment entre les guillemets les plus ironiques qui soient et les plus désespérés, qui a participé à l'exécution d'une femme. Voilà. On nous explique alors qu'on se réjouisse de la disparition d'une dictature, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais voilà que quand même en Syrie arrive un pouvoir qui
est un pouvoir islamiste. Alors, il peut mettre une cravate, il refuse néanmoins de serrer la main à une femme. Tout ça est quand même extrêmement inquiétant. Je voudrais quand même dire que nous avons avec Bruno Retailleau quand même un ennemi résolu de l'islamisme. Oui, sauf qu'il n'est pas suivi. Vous avez vu sa proposition, on pourra en reparler, d'interdire le voile dans les universités ou dans les accompagnements scolaires. Hier, très clairement, le gouvernement a donné une fin de non-recevoir. Oui. Juste un point, et c'est très intéressant ce que vous dites sur la Syrie. Rappelez-vous au moment où les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan, ce que disaient parfois un certain nombre d'Occidentaux, y compris aux États-Unis, que finalement ces talibans étaient inclusifs. Ils sont tellement inclusifs qu'ils interdisent des fenêtres, je veux dire, aux femmes qui peuvent être exposées à l'extérieur. Donc on a quand même la réponse à leur inclusivité. Mais par contre, si vous voulez, moi ce qui me frappe toujours dans cette affaire, c'est le dissensus qui existe au sein de la classe politique française et le consensus qui existe dans l'opinion. C'est-à-dire que ce que vous dites, en effet, quand on pose la question aux Français, et toutes les études d'opinion le montrent, les Français sont pour un durcissement clair de notre arsenal pour lutter contre toutes les formes de séparatisme islamiste. D'ailleurs, parler de séparatisme islamiste, ça veut rien dire parce que l'islamisme est un séparatisme en soi, en l'occurrence. Donc là-dessus, vous avez une espèce de convergence au niveau de l'opinion. Mais en effet, après, quand il s'agit de passer à l'acte au niveau politique, là, on voit les frontières politiques réapparaître. C'est le sujet qui va creuser encore plus le fossé entre les élites. Et alors, oui, mais bien sûr. Et il y a quand même un sujet, c'est qu'on sait très bien qu'une partie de la gauche, une grande partie de la gauche, malheureusement pour elle, je veux dire, est indexée, j'allais dire, de manière clientéliste, électorale, sur un certain nombre de, je veux dire, votes qui sont des votes communautaires. Voilà. Juste un mot, c'est juste sur Daesh, Al-Qaïda, pour le coup, alors on a un monde qui est en ébullition, des intérêts géopolitiques, etc. Mais pour le coup, sur ces organisations-là, que vous soyez français, américain, iranien, israélien, européen, je veux dire, tout le monde est touché par ces organisations-là. Et j'ajoute un point, moi c'est vraiment le sectarisme dans la politique française que je veux faire. Alors, effectivement, la gauche s'est déportée, on va dire, sur un chemin assez dangereux à long terme pour la France et pour nos valeurs. Monsieur Retailleau pose des sujets sur la table que Marine Le Pen avait posés, c'est vrai, mais quand il faut passer à l'acte, comme dit monsieur Benedetti, c'est-à-dire que le 31 octobre dernier, par exemple, on a proposé une proposition de loi pour faciliter les obligations de quitter le territoire, c'est-à-dire l'exécution de ces OQTF. Monsieur d'Aragon, donc le suppléant de monsieur Retailleau, est venu à la tribune de l'Assemblée nationale et il a dit « Excellente idée, les personnes étrangères islamistes, c'est dehors ». Et il finit son discours en disant « Du coup, on votera contre la proposition du Rassemblement national ». C'est-à-dire que les discours des LR, c'est un peu comme les fêtes au village. Ça commence toujours très bien, ça finit souvent très mal. Ouais. Non, mais c'est... Non, alors, il ne vous a pas échappé que ça n'est pas un gouvernement LR. Non. Pardon de vous le rappeler, mais voilà, je crois que non. Vous écoutez, je pense que... Oui. Mais... Alors, Alexandra, vous, c'était un coup de gueule. Oui, un coup de gueule, un coup de... Je sais pas, d'effroi. Jean-Marie Le Pen est mort. Moi, j'étais un de ses adversaires résolus. Mais je pense que ce qui nous différencie des animaux, c'est précisément les rites funéraires, la décence, l'humanité. Et j'ai été effrayée de voir ces scènes de liesse, place de la République, qui nous ont fait honte collectivement, qui déshonorent notre pays. Pour peu qu'il reste un peu d'honneur à ces gens-là, à ceux qui étaient là à festoyer avec leur champagne à la main, et effrayé aussi par ces images qu'on a vues, la veuve de Jean-Marie Le Pen qu'on a surpris à son domicile, ravagée par le chagrin. J'ai trouvé ça à vomir, vraiment à vomir. J'ai trouvé que la photo volée de Marine Le Pen en train de pleurer son père était ignoble. Alors, elle a été retirée, je sais, Paris Match l'a retirée, mais un peu de décence. C'était des gens très jeunes qui se sont rassemblés et finalement qui n'ont même pas connu Le Pen en réalité et qui vivent sur peut-être une image, un cliché ou une sorte de... Mais qu'on soit adversaire sur le plan idéologique, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais non, mais la décence est liée. Mais c'est cette jeunesse, je n'ai pas bien compris. Ça n'est même pas lié à Jean-Marie Le Pen en réalité. C'est lié à une espèce de posture. Ça fait 10 ans en plus qu'il était sorti du système. J'ai discuté moi avec des
des jeunes d'une trentaine d'années je dis des jeunes parce qu'ils sont plus jeunes que moi, d'une trentaine d'années qui me disaient mais c'est très bien, c'est un salaud, c'est un sale type, et on peut se réjouir de sa mort. Et j'ai fait cette phrase, on n'est pas des animaux. Il y a une très jolie chanson de Cabrel sur la corrida. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. C'est cela, c'est l'obscénité absolue. Mais c'est les médias aussi. Laissons cette famille dans le deuil. On pourra en redire un mot. Ça nous interdit pas de faire le procès politique de Jean-Marie Le Pen une fois le deuil. Ce qui a été fait. On va y revenir dans un instant. C'est Jean-Luc Moreau. C'est Laurence Perrault. Nous vous souhaitons une bonne année 2025 sur Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Donc on est ensemble avec vous et nous commentons l'actualité. Peut-être un mot, Andrea Cotarac, sur justement cette photo qui a beaucoup fait parler hier, publiée sur le site de Paris Match, qui a depuis été retirée parce qu'elle a évidemment fait beaucoup réagir, où on voit Marine Le Pen sortir du cockpit. Elle vient d'apprendre la mort de son père. Cockpit parce que c'est le seul endroit où elle pouvait recevoir ou passer des appels, et où on la voit pleurer. Photo que beaucoup, moi aussi, ont trouvé particulièrement indécente et peu respectueuse. C'était pas les meilleures dispositions, il faut l'avouer, pour Marine Le Pen d'apprendre la mort de son père, parce que la perte d'un être cher est toujours synonyme de souffrance, de pleurs, de souvenirs, je l'imagine. Et faire du buzz, faire de l'argent sur la base d'une photo volée et que je considère absolument indigne, en photographiant une femme à son insu en train de pleurer la mort de son père, j'ai trouvé ça absolument scandaleux. Je pense que la presse doit quand même avoir certaines limites. Vous voyez, on parle de limites dans les paroles de certains politiciens. Il n'y a pas de limite dans la presse à l'idée de voler une photo et de jouer au voyeur. Je veux dire, c'est du voyeurisme que de prendre en photo Marine Le Pen. Et journalistiquement, ça ne se justifie pas. Il n'y a aucune information. Je veux dire, si vous voulez savoir ce que pense Marine Le Pen, il y a Twitter. Si vous voulez savoir ce que pense sa sœur, il y a Twitter. Si vous voulez savoir ce que pense Marion Maréchal de la perte de son grand-père, eh bien vous allez aussi sur Internet. Tout y est. Si vous voulez avoir des informations, vous allumez la télé si vous connaître un petit peu le fond, les débats actuels sur qu'est-ce qu'a laissé le lepénisme de 60 ans de vie politique. Mais voler une photo de la sorte où on voit juste une femme pleurer la mort de son père, je trouve ça absolument indigne, qui n'apporte strictement rien. Ça traduit la pression sur les médias, l'actualité, le buzz. Enfin, c'est la tendance actuelle pour Le Pen comme pour plein de gens. Donc, hélas, et je le regrette. Qui, pour le coup, on voit des reporters chez Jean-Marie Le Pen sonner à la porte, voir Jeannie, qui est une femme, Jeannie Le Pen, que je ne connais pas, je dis Jeannie, mais Jeannie Le Pen, qui est une femme âgée, qui est détruite par le chagrin et qui est chancelante, qui est toute seule, et on abuse de sa faiblesse. Je pense que ça témoigne quelque chose de la société, parce que là on parle de Paris Match, c'est une chose, mais quand je vois, parce que vous en avez parlé, des apéros géants, la fête, etc., je me demande, mais comment des gens se disent après le travail, je vais aller chez Franprix acheter du champomy, toi Marguerite, parce que souvent c'est Édouard, etc., tu vas acheter des feux d'artifice, et puis on va fêter et danser sur un cadavre. Je trouve que ça témoigne quelque chose de nos sociétés, et je pense que, à l'image des tweets comme Monsieur Boyard qui crache littéralement sur un cadavre, que c'est le summum de la lâcheté d'un être humain, c'est-à-dire s'amuser, s'attaquer à un cadavre qui, pour le coup, ne peut pas vous répondre et ne peut pas se défendre. Et je pense que même dans le règne animal, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a chez les vautours, chez les nécrophages, un festin, effectivement, des vautours font un festin sur un cadavre, mais je pense que ce n'est pas dans l'ensemble du règne animal que ça existe. Je vous donne effectivement, on me rappelle Mitterrand sur son lit de mort. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, il y avait cette fameuse photo, mais elle avait été publiée. Oui, elle avait été publiée dans le journal. Là, la différence, c'est que pour l'instant, elle n'était parue que sur les réseaux. J'ai regardé Paris Match ce matin, la photo n'avait pas eu le temps d'être imprimée pour Marine Le Pen. Ce qui est peut-être réconfortant, c'est qu'ils ont quand même retiré la photo. Mais ils l'ont retiré pourquoi ? Pour le bad buzz que ça faisait pour eux. Parce que Jordan Bardella a publié un message en disant qu'il avait appelé Paris Match et que Paris Match avait dit en gros, on est très content de cette photo. Et finalement, elle a été retirée. Donc...
Oui, en effet, Arnaud. c'est une photo, qui est choquante et quoi qu'il arrive, à un moment donné, le deuil, c'est, j'allais dire, le respect d'une intimité. C'est comme ça, je veux dire, qu'on fait aussi le deuil et qu'on témoigne de sa compassion par rapport aux gens qui sont blessés, et qui sont en souffrance et qui sont en douleur. Donc la moindre des choses, c'est à un moment donné de Paris Match. Quand une star du showbiz meurt, on va chercher sa veuve, son frère, sa mère, et là c'est comme ça, c'est le système qui est comme ça. On peut le déplorer. Il y a eu, on pense à l'affaire Grégory aussi. Ça a été raconté et re-raconté, le pillage dans des photos dans certaines familles. Bon, c'est vrai que peut-être qu'on a la mémoire courte. Oui, non, mais quand Armani s'est fait trucider à Miami, on est allé dans sa maison. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette... On va chercher toujours l'alarme, et puis c'est comme ça. Parce que ça existait, qu'il ne faut pas le condamner. Mais c'est le propre du système aujourd'hui. On tient l'antenne avec des images, on tient l'antenne avec des témoignages, on tient l'antenne avec des pleurs, des larmes. Et là, c'est comme ça. Et c'est pour Le Pen, évidemment, mais c'est vrai pour tout le monde. Demain, si quelqu'un décède dans le showbiz, ça sera pareil, je vous le dis. Bien sûr. Non. Mais ce qu'il y a de plus frappant, finalement, dans cette séquence, comme on dit aujourd'hui, de la mort de Jean-Marie Le Pen, ce sont ces manifestations et ces scènes de liesse, entre guillemets, c'est délirant, dans un certain nombre de villes de France. Alors, il faut quand même relativiser. Ce sont des minorités. Ils dansent sur un cadavre, mais ils dansent surtout sur le cadavre de leur propre sensibilité politique, à mon avis, quand même. C'est ça ce que ça veut dire, fondamentalement. Un mot sur l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Pour vous qui ne l'avez pas connu finalement, vous êtes arrivé au RN en 2019. C'est pour ça que quand j'ai vu cette photo, je me dis le système politico-médiatique n'a quand même pas fait de cadeau à Marine Le Pen. Parce qu'elle a quand même eu le courage d'écarter des instances dirigeantes de son père pour des raisons politiques, pour des paroles condamnables que vous connaissez tous. Elle l'a écarté, elle a changé le nom du parti, elle était aujourd'hui au second tour en 2022 à 42%, elle a aujourd'hui des sondages qui indiquent qu'elle potentiellement elle a de très grandes chances de l'emporter à la prochaine élection présidentielle. C'est pas grave, on vole quand même des images, on fait quand même du voyeurisme, et j'ai trouvé ça pas terrible. Concernant l'héritage de Jean-Marie Le Pen, je pense que par honnêteté intellectuelle, on peut quand même reconnaître qu'il a pointé du doigt certains sujets d'actualité, mais il y a 50 ans. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de l'immigration massive qui pesait sur le salaire des ouvriers français à la baisse, il l'a dit en 1974. 50 ans plus tard, Didier Lesky... Ça a été très dilué dans ses propos. Mais je parle vraiment du fond là. 50 ans plus tard, Didier Lesky, le patron de l'Office de l'immigration, qu'on considère proche d'Emmanuel Macron, explique exactement la même chose dans Le Monde en février dernier, 50 ans après. Bonne question, mauvaise réponse. Bonne question, mauvaise réponse, disait Fabius. Quand je vois les histoires de délocalisation, de fermeture des mines, d'abandon de la classe ouvrière dans ce pays à la fin des années 80, début 90, je lis le livre de François Ruffin, même pas un Le Peniste de la première heure. Dans son livre « Je vous écris du front de la Somme », il avoue lui-même que, en tout cas dans la Picardie qui est la sienne, le parti qui était aux côtés des ouvriers, qui a dénoncé en premier, qui a planté le drapeau pour dénoncer la mondialisation qui s'est transformée en mondialisme, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est pas moi qui le dis, c'est François Ruffin. Donc on peut en débattre sur ce qu'il a dit, les actes condamnables et condamnés. On peut débattre aussi des idées et du côté visionnaire de Jean-Marie Le Pen. Bon, petite pause et on va parler d'Elon Musk avec vous, Gilbert. À tout de suite. C'est Jean-Marie Bordry. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025 et surtout continuer à parler vrai en 2025 comme en 2024 avec Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons notre tour de table de l'actualité. Alors Gilbert Azoulay, vous vouliez revenir sur Elon Musk, les ingérences d'Elon Musk en Europe. C'est la une du Parisien, c'est la une également du Figaro. Ça fait suite également au discours d'Emmanuel Macron d'il y a quelques jours. C'est hallucinant en fait. Je trouve ça d'abord... Tout le monde dit quand même qu'il c'est pas quelqu'un de très stable, Elon Musk, mais il prend la parole et il s'arroge le droit d'intervenir en Allemagne. Ce soir, je rappelle qu'il fait un débat avec l'extrême droite. Il s'arroge le droit d'être avec la première Mélanie, c'est ça, oui. Mélanie qui l'a pris sous son aile, plus ou moins. Il s'arroge le droit de dire ce qu'il pense avec des verbes plutôt agressifs sur le Premier ministre anglais. Peut-être à juste titre, parce qu'il y a des problématiques notamment liées au trafic et à la prostitution, mais peu importe. Et il se permet des choses avec la puissance de feu de son réseau social qui sont juste hallucinantes.
En plus, aux États-Unis, c'est quelqu'un. J'entendais le correspondant d'un média français qui est là-bas, qui expliquait que il est chargé de l'efficacité de l'État. Vous savez, c'est sa mission que lui a attribuée Donald Trump. Il est même pas sur des sujets fondamentaux. Elle donnait un exemple. Par exemple, il est sur des économies sur les salaires ou sur le planning familial, là où il faudrait vraiment mener des mesures forte et pour réduire les dépenses aux États-Unis, parce que l'administration américaine n'a rien à envier à l'administration française. Il faut le savoir dans le genre fonctionnement ou dysfonctionnement. Donc il est sur l'épaisseur du trait à chaque fois, avec des problématiques plutôt poujadistes, pour reprendre quelque chose et faire référence à la politique française, des trucs populistes. Et puis comment à force de prendre la parole à 3h du matin, 52 tweets en 2 heures, et de dire tout et n'importe quoi, ce qui semblerait monter aux États-Unis, c'est que ça commence à se tendre avec Donald Trump. C'est vrai que, à force de prendre le leadership, quelqu'un me racontait que le patron de Google avait appelé Donald Trump et c'était Musk qui avait décroché. Donc, c'est quelqu'un de Google qui me racontait ça. Donc, ça veut dire que la place qu'il prend commence même à poser problème, je pense, dans son camp. Donc, moi, je pense que c'est un vrai danger, ce type, et c'est quelqu'un qui peut faire du mal à l'Europe, à la France, et puis qui peut diviser. Et à contrario, moi j'espère que l'Europe va être encore plus soudée et encore plus fort, elle va faire preuve de leadership face à cette émergence d'un pouvoir un peu débridé entre Trump et Elon Musk, pour montrer qui c'est. Je rappelle que l'Europe est un des premiers clients des États-Unis et profite d'ailleurs du commerce avec les États-Unis, ce qui rend furieux Donald Trump, puisque la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis est favorable à l'Europe. Donc moi ce que j'espère, c'est qu'on va montrer un peu les muscles, pour montrer qui c'est Raoul, comme disait Audiard dans, je crois, les Tontons Flingueurs. Juste peut-être quand même rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'AfD en Allemagne. C'est un parti d'extrême droite. Un parti d'extrême droite, un parti antisémite. Je rappelle que leur leader, Alexander Gauland, avait qualifié Hitler et les nazis de pipi-chat au regard de l'histoire millénaire de l'Allemagne, de la Grande Germanie, que Björn Höcke a qualifié le mémorial de l'Holocauste à Berlin de monument de la honte. Enfin, c'est de ce parti-là dont on parle. Il faut bien comprendre ça. Et je pense, alors j'ose espérer que j'ose espérer qu'il y a de la part d'Elon Musk, ce qui est désolant, mais ce qui serait quand même réconfortant, une inculture historique totale. Bien sûr ou pas. J'espère que c'est le point de détail qui va le faire tomber, si je peux me permettre. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Andrea, juste un mot, moi. Je suis d'accord avec ce que vous dites, les muscles, il faut montrer les muscles, etc. Il y a quelques mois, Christine Lagarde, quand Donald Trump a été élu, donc la patronne de la BCE française, dit dans le Financial Times: il faut éviter une guerre commerciale avec les États-Unis d'Amérique de Trump. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra acheter plus de produits agricoles américains, du gaz naturel liquéfié américain et des armes américaines. Donc, bonjour les muscles. Quand M. Obama appelle à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, personne n'est choqué. Personne n'est choqué. Quand le patron d'Instagram, réseau social américain, déconnecte le président vénézuélien, qui était un anti-américain, je ne le défends pas, mais le déconnecte d'Instagram en faisant la promotion de son opposant, personne ne râle. Quand le socialiste, M. Castaner, ministre d'État français, ministre de l'Intérieur, vient de signer pour Shine la puissance de feu commerciale chinoise, ça n'étonne personne. Donc moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est que oui, l'ingérence est un vrai sujet. Oui, je suis favorable pour qu'on lutte contre les ingérences des puissances étrangères sur notre sol. En revanche, je constate quand même que le bloc bourgeois, le bloc central, européiste, s'inquiète de l'ingérence uniquement quand leurs intérêts personnels, politiques sont en danger. Oui, c'est juste. Arnaud, sur Musk... Si vous voulez, Musk, c'est quand même... Il y a quand même un côté, je veux dire, qui est assez fascinant chez Musk. C'est vraisemblablement l'un des plus grands industriels et les plus innovants de ces 30 à 40 dernières années. Je rappelle qu'il a sauvé le spatial américain. Hein. Absolument. C'est lui qui sauve la politique spatiale américaine. Hein. Je veux dire, personne ne croyait, je veux dire, quand il a lancé son modèle de lanceur, les patrons des agences spatiales européennes l'avaient regardé avec une certaine forme, j'allais dire, pas seulement de réserve, mais presque. Mais est-ce que c'est l'absurde de dire je veux dire par là, c'est que il y a quand même chez cet homme une dimension visionnaire incontestable. Je pense aussi que dans la réaction, qui est la réaction d'un certain nombre d'élites en Europe contre Musk, il y a le fait que justement,
il vient lui-même des élites. C'est pas un décliniste du tout, Musk. C'est quelqu'un qui croit en l'avenir. C'est quelqu'un qui croit en l'innovation. C'est quelqu'un qui appartient, je veux dire, à cette industrie particulièrement novatrice. Donc, il y a chez des gens comme Emmanuel Macron, quand il parle d'international des réactionnaires, je veux dire, aussi une forme, j'allais dire, de comment, je cherche le mot, mais de désappointement quant à quelqu'un qui aurait presque, je veux dire, trahi son propre camp. Parce que Musk, je rappelle, en 2016, il vote pas pour Monsieur Trump. Hein, il fait campagne pour Madame Clinton. La question est de savoir pourquoi, finalement, Musk a évolué politiquement. Après, moi, je suis d'accord, les ingérences, il faut lutter contre les ingérences. Mais il faut lutter, dans ce cas-là, contre toutes les ingérences. Et pas seulement contre une ingérence. Il y a des ingérences aujourd'hui qui proviennent de multiples groupes d'intérêts, qui peuvent financer parfois un certain nombre de think tanks, on le sait très bien. Donc ça aussi, je crois qu'il faut être, de ce point de vue-là, il faut être assez... J'allais dire, il faut remettre tout à plat, et je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Mais à chaque fois, si on parle d'un problème Musk qui est quand même iconique... si on balance à chaque fois pourquoi ça marche pas et finalement Musk c'est tolérable parce que tel et tel on fait comme ça, on n'y arrivera pas. Moi je pense qu'il y a des choses iconiques comme l'ingérence de Musk qui est absolument redoutable. Que le mec du Venezuela ou le président soit coupé d'Instagram, franchement ça me fait ni chaud ni froid. Obama qui appelle à voter pour Emmanuel Macron, ça n'a choqué personne. Oui, mais Macron qui vend les turbines d'Alstom aux Américains, ça choque personne. Par contre, quand Musk appelle à voter contre le bloc bourgeois, alors là ça choque le bloc bourgeois effectivement. Mais on ne s'est pas indigné quand Elon Musk est venu à Paris non plus. Et non, mais à l'époque, il n'avait pas parlé. Il était à Versailles même. Il n'avait pas encore ouvert sa bouche. Il parle du tout d'ailleurs, c'est ça. Il faut plus qu'il parle. En fait, il faut le rendre muet. C'est ça. Mais c'est compliqué quand même. Je prends un exemple, si vous voulez. Le Mercosur, par exemple. Moi, j'ai discuté avec les céréaliers français. Eh bien, ils ne sont pas contre le Mercosur. Alors que l'Europe est allée signer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas aussi. Les multinationales agricoles françaises sont pour, effectivement, mais les autres crèvent. Tout n'est pas aussi. C'est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que si on ne rentre pas dans la complexité, eh bien, souvent, on a des punchlines et des idées assez simplistes pour régler des problèmes très complexes. Mais est-ce qu'on répond vraiment à Musk, qui vous évoquiez le fait que c'était quand même quelqu'un d'assez hors norme. Donc là, on a l'impression ça me fait penser au dessin animé du petit Roquet qui s'accroche au gros chien. C'est un petit peu ce à quoi ça me fait penser. Il y a un truc intéressant entre Musk et Trump, si vous voulez. La différence entre l'élection de Trump en 2020... C'était quand ? C'était l'année dernière, 2024, oui. 2024. Excusez-moi. Et celle de 2016, c'est en effet cette articulation avec Musk. Trump, il était populiste en 2016. Là, il est populiste et il est libertarien. C'est ce qui fait, je veux dire, quelque part, l'originalité de ce tandem politique. Et vous savez... Mais qui va exploser, hein, je suis sûr. Je ne sais pas, peut-être qu'il explosera. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ils ont gagné. Et ils ont gagné largement. Et ils sont quand même soutenus. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, le résultat compte. Je veux dire, quand vous avez une élection avec plus de combien grands électeurs, près de 350 grands électeurs qui votent pour Trump, et que vous avez le vote populaire, qui plus est, qui vient sanctifier le résultat politique, quelque part, c'est le peuple américain qui s'est prononcé. Il s'est prononcé pour Trump. Donc il faut aussi accepter le résultat des urnes. Trump se dit président des États-Unis et Musk président du monde. Vous avez vu, c'est comme ça qu'il se qualifie. Non, mais ça veut dire quelque chose, en effet, sur la puissance américaine, indéniablement. Quelque part, cette articulation entre Trump et Musk. Mais Elon Musk soit un homme hors norme, ça, nous sommes tous d'accord. Il fallait voir d'ailleurs combien tout le monde était fasciné par lui à Notre-Dame. Mais en revanche, le fait d'être hors norme n'est pas un totem d'immunité. Non, absolument. Ah non, mais d'accord. C'est exactement mon point. Mais Sinon, et donc on ne peut pas accepter, il y a des choses tout simplement qu'on ne peut pas accepter, et que M. Elon Musk vienne donner un certificat je suis d'accord, mais c'est la même d'acceptabilité. C'est la même personne, Elon Musk, qui a mis à disposition ses satellites pour l'Union européenne et pour l'OTAN pour combattre en Ukraine. Ce jour-là, toute l'Union européenne n'a pas crié à l'ingérence, ils ont crié à thank you, Monsieur Musk, etc. Et on a pris quand Starlink Monsieur Musk fait du Twitter pour soutenir tel ou tel candidat en Europe, c'est-à-dire le même continent, les mêmes personnes, eh bien ces mêmes personnes qui applaudissaient Monsieur Musk
qui lui rendait leurs intérêts, aujourd'hui met en danger leurs intérêts, et donc Musk est devenu le plus grand diable. C'est la même personne, c'est les mêmes réseaux, c'est les mêmes satellites, donc soit on prend le problème de l'ingérence à bras-le-corps, quelle que soit la personne, mais faire du sectarisme un peu bourgeois ou central, ça non. Et de même ce sont ces satellites qu'on a pris pour Mayotte. Hein. Tout à fait. Mais de même que quand il dénonce sur X les dysfonctionnements, c'est le moins qu'on puisse dire, de la justice britannique, en l'occurrence, on ne peut pas lui reprocher de le faire. C'est son intérêt. Moi, je suis très étonné de dire oui, il intervient là au Royaume-Uni. Là aussi, regardez, c'est une ingérence. Mais enfin, je veux dire, on devrait d'abord, me semble-t-il, quand même, s'offusquer de ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est ça. Ça n'exclut pas. La reconnaissance du fait. Parfois, non, il ne faut pas inverser. Je veux dire, c'est ça le problème. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà, et quand l'actualité, quand il y a deux événements dans l'actualité, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, la mort de Jean-Marie Le Pen en particulier, c'était une évidence, toutes les chaînes d'infos se sont mises en édition spéciale, pourtant c'était la commémoration des attentats contre Charlie Hebdo. Et on en parlait tout à l'heure un petit peu avec Sébastien Toen, c'est-à-dire que j'avais envie qu'on en reparle et qu'on parle éventuellement de l'initiative qui est faite par le Conseil régional d'Île-de-France. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut dire, comme je l'ai entendu ce matin sur une autre radio, je ne suis pas Charlie Hebdo. Alors on a le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo, mais de dire on ne touche plus aux religions, mais quelle régression. Alors déjà, il faut savoir que vous avez, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage, mais il y a 1 jeune sur 3 dans notre pays qui considère qu'on ne peut pas caricaturer les religions. Absolument. Nous, à la région, nous sommes très fiers, avec Valérie Pécresse, d'avoir initié un projet pédagogique, Caricature et démocratie, autour de la liberté d'expression, autour du droit à la caricature, autour du droit à se moquer, du droit à l'irrévérence à la française. On propose donc aux lycéens franciliens 12 dessins historiques et contemporains avec des supports pédagogiques qui sont proposés aux enseignants pour que les jeunes puissent s'approprier ces sujets essentiels de la laïcité, du droit de se moquer de la religion. Parce que, vous savez, c'est formidable de s'en émouvoir, c'est formidable d'être choqué par ces chiffres-là, mais je pense qu'il faut agir et qu'on est à minuit moins une de se retrouver avec une jeunesse qui n'est plus ancrée dans les principes républicains. Et cette initiative, elle est formidable. D'ailleurs, elle est très bien accueillie par les enseignants. Et ça, quand même, c'est un signe de l'urgence absolue parce qu'ils sont en première ligne. Mais on vide la mer à la petite cuillère. C'est un peu ça le problème. Non, mais on ne peut pas dire ça parce que sinon on ne fait rien. Mais il faut faire. Bien sûr qu'il faut faire. Il ne faut pas lâcher. Vous savez, vous nous avez envoyé pour préparer l'émission les préoccupations des Français et l'éducation arrivant en 3e. Ça veut dire que c'est bien l'éducation et c'est par là que ça passera, puisque de toute façon, l'éducation prend le relais des familles parfois et de l'environnement. Et c'est là où il ne faut rien lâcher. Et à chaque fois qu'on touche au budget, par exemple, de l'éducation, qu'on réduit des choses, on fait mal à ce genre de dimension. Donc c'est bien là que tout se joue, à mon avis. Il ne faut absolument rien lâcher et continuer d'enfoncer les clous via les lycées, via les collèges et à l'université aussi. Qui enseigne aujourd'hui? Qui a envie de devenir enseignant? Il y a un problème aussi de recrutement, il y a un problème de formation, il y a un problème... alors je ne veux pas voir que les choses négatives, mais... De rémunération. De rémunération, bien sûr. On est les plus mal payés par rapport à l'Allemagne, par rapport à plein de pays. Donc c'est vrai que... Les enseignants sont les fantassins de la République. Ils sont les premiers, ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne. Sauf que quand ils ne sont pas derrière ligne. C'est le problème, c'est qu'ils sont tout seuls en première ligne. Et que quand ils se font attaquer, ils sont un peu tout seuls. Moi, j'avais vu un sondage après la mort de Samuel Paty. 75% du corps enseignant, notamment les plus âgés, d'ailleurs vous avez raison, étaient favorables à ce qu'a fait M. Paty, c'est-à-dire à enseigner la liberté d'expression, les caricatures. Et puis dans le même sondage, 50% des enseignants s'auto-censuraient à en parler à leurs élèves. Ça témoigne quand même d'une problématique. Alors sur Mme Pécresse, moi je salue la démarche, mais je crois, mais vous me corrigerez, que sur BFM TV, elle a quand même dit que ce concours ne comprendrait pas des caricatures sur les religions.
Or, Charlie Hebdo a été décimé sur la base de caricatures. Je finis sur un point, simplement, je vous laisse parler. Je finis sur un point, vous allez me répondre, il n'y a pas de souci. Pareil, avec les LR dans ma région, moi j'avais proposé un concours Samuel Paty de la même nature que ce que vous avez fait. Il avait dit que c'était une très bonne idée, il ne l'a jamais fait. Résultat, la première ligne que j'étais à ce moment-là a été menacée de décapitation par un islamiste qui d'ailleurs a été arrêté derrière. Donc si vous voulez, si on ne se met pas ensemble, c'était un petit peu ce que je disais tout à l'heure, sans sectarisme, avec un peu d'honnêteté intellectuelle, on n'y arrivera pas si c'est simplement des coups de vernis et des coups de com'. Non mais alors, pardon, mais je vais vous répondre quand même sur ce point. Avec plaisir. Mais tous ceux qui sont dans des salles de classe savent que de venir dire qu'on a le droit de caricaturer le prophète, ça ne sert à rien. Vous savez, il faut une pédagogie. D'ailleurs, il y a une caricature qui est assez forte et poignante, puisqu'on y voit Dominique Bernard qui est lardé de coups de couteau et qui est porté par les élèves derrière et qui est donc en première ligne. Ça ne sert à rien. On veut pas provoquer, on veut apprendre, on veut éduquer. Le rôle de l'école, c'est d'apprendre et d'éduquer. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes soient armés intellectuellement pour affronter le fondamentalisme qui ravage certaines banlieues et qui commence à ravager l'école. Je suis d'accord avec vous, mais juste sur la classe politique française, j'en ai en deux mots. C'est-à-dire que Valérie tout à l'heure disait on vide la mer un peu à la petite cuillère, ça c'est quand on avance. Mais il y a une régression dans la classe politique française sur ces sujets-là. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé de vous le dire. avait fait l'éloge funèbre de Charb, qui était d'ailleurs exceptionnel. L'éloge funèbre de Charb. Quelques années plus tard, alors il manifeste avec l'islamiste, c'est une chose, mais sur les caricatures en tant que telles, des porte-paroles comme M. Corbière ont indiqué à la télévision que finalement, ils n'auraient pas dû présenter des caricatures, Samuel Paty. Peut-être que les caricatures, c'est pas adapté aux élèves. Peut-être que c'est pas adapté à l'âge. Donc là, pour le coup, c'est une régression. On va en arrière. Donc si on se met pas tous d'accord sur ce qu'on combat, on n'y arrivera pas. J'ai eu le sentiment, en écoutant les hommages, cette journée de commémoration, j'ai eu le sentiment, en écoutant un certain nombre de réactions, qu'on avait perdu du terrain, qu'on avait régressé et qu'il y a un discours qui n'y avait pas il y a 10 ans. Mais on a complètement régressé et c'est la raison pour laquelle on lance ce vaste projet. Et qu'on a une forme d'acceptation, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était on a le droit de caricaturer tout. Et là, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui disent non, il faut respecter, il faut défendre l'esprit français. Caroline Forest avait publié Génération offensée, on est là, c'est-à-dire que tout est offense. Il y a un philosophe qui disait que Charlie Hebdo était l'expression de la suffisance occidentale versus les pays islamiques ou les pays en voie de développement. Enfin, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on est sur une analyse complètement fantasmagorique de la relation à la liberté, tout simplement. Et ça me choque vraiment. Et c'est vrai qu'il faut que ça change. Pour le coup. Non, mais enfin, Charlie Hebdo, de dire s'il y a une religion qui a bien été caricaturée dans Charlie Hebdo, c'est bien la religion chrétienne. En l'occurrence, que je sache. Les chrétiens n'ont jamais décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Il faut là aussi le rappeler. Oui, mais moi je crois à la pédagogie, mais si vous voulez, en effet, moi quand j'étais jeune, vous savez, on me montrait, et on est un certain nombre autour de cette table, les caricatures de Daumier. Vous savez, bien sûr. Qui était le grand caricaturiste de la monarchie de Juillet. Il y a d'ailleurs une caricature de Daumier dans celle que nous proposons. Je suis d'accord, mais enfin, le problème c'est que là où je suis moins d'accord avec vous, c'est qu'il faut savoir nommer les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être vague. Je veux dire, c'est quand même aujourd'hui qui, encore une fois, a décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Ce sont des terroristes islamistes qui l'ont fait au nom d'une religion. Donc je crois que si on ne... Non mais je pense que, vous savez, Camus avait raison quand il disait ne pas nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Je crois qu'il faut dire les choses. Il faut dire où est le danger. Je veux dire, c'est pas un danger qui est tout d'un coup... c'est pas un halo de danger. C'est un danger bien précis auquel nous sommes confrontés. Ce que nous avons vécu ces dernières années, 2015, je rappelle, c'est Charlie Hebdo en début d'année, c'est le Bataclan en fin d'année. C'est à peu près 300 morts, ou 250 morts, ou 300 morts en un an. Je veux dire, ce sont des islamistes qui étaient à la manœuvre, clairement. Je suis la première à dénoncer le terrorisme islamiste, je suis la première à dénoncer le fondamentalisme, je suis la première à dénoncer l'islamisme qui commence à gangréner l'école, mais vous êtes enseignant et vous savez très bien que la pédagogie, c'est
amener les jeunes à raisonner, amener les jeunes à être, à savoir, à penser contre eux-mêmes. D'accord avec vous. Non mais venir dire, si vous pensez vraiment que venir dire à des jeunes qui sont convaincus que l'islam est une religion progressiste et que la France est un pays islamophobe, si vous pensez que de leur dire, de leur montrer des caricatures du prophète, ça va changer les choses, je vous dis tout de suite non. Et puis, vous savez, il y a quelque chose. Cette initiative, elle repose sur le volontariat. C'est-à-dire que ce sont les enseignants qui ont la liberté de se saisir de ce sujet. Mais combien il y en a? Est-ce qu'ils répondent présent? Mais ils répondent présent. Parce que quand vous avez Samuel Paty, quand vous avez Dominique Bernard, on peut comprendre qu'ils aient peur. Ils ont peur, et hélas, ils ont raison d'avoir peur. Mais nous faisons, avec Valérie Pécresse, la tournée des lycées parisiens dans les semaines à venir. Et je peux vous assurer que moi, j'ai des retours d'enseignants, j'ai des retours de proviseurs qui sont très heureux que nous leur mettions à disposition un outil pédagogique qui permet la discussion, qui permet l'échange, qui permet d'apprendre à nos jeunes à penser contre eux-mêmes. Mais bien sûr, c'est l'alpha et l'oméga, c'est la solution. Hein. La pédagogie, je suis désolé, mais la pédagogie, c'est d'abord de réapprendre l'histoire de France, je veux dire, aux petits Français. Parce que ça a été totalement saccagé ces 30 dernières années. Il suffit de regarder. Ouvrez un manuel. Oui, non, mais c'est la base. C'est la base. Si vous ne connaissez pas votre histoire, clairement, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. C'est tout simple. Mais pour écouter Marie Cabrette, pour écouter Plantu, qui vont dans les écoles, qui commencent leur exposé avec des gamins qui disent vos copains, ils l'ont bien mérité, et qui arrivent à la fin de cet entretien, de cette présentation, à ce que des gamins disent ah ouais, c'est pour ça, en fait, c'est comme ça, c'est ça qu'en fait, ils voulaient dire. Oui, ça marche la pédagogie, sauf que, je redis, on vide la mer à la petite cuillère. C'est-à-dire que des Marie Cabrette, des Plantu, des gens qui vont dans les écoles, il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut peut-être plus d'initiatives. Je pense qu'il faut les caricatures, la liberté d'expression et toutes les attaques de l'islamisme dans toutes les sphères de la société, on doit y répondre par un projet de loi, une exécution d'un projet de loi qui touche à toutes les sphères de la société. Oui, jeune qui dit vous l'avez bien mérité à Charlie Hebdo, peut-être que quand il a entendu ça, quand il allait dans son club de boxe, qui lui-même est financé par je ne sais quelle collectivité, en soutien à une organisation islamiste derrière. Donc on doit réagir et agir dans toutes les sphères de la société. Nous allons, à l'initiative de Valérie Pécresse, avoir un lycée. Je suis désolée de le dire. Valérie Pécresse, mais vous l'attaquez, donc je suis obligée de répondre sur les faits. Les conseils régionaux de Valérie Pécresse, c'est normal. Moi je suis assistante de Marine Le Pen. Non, nous allons avoir un lycée qui porte le nom de Valérie Pécresse. Vous la défendez beaucoup, là. Mais oui, donc je n'ai pas besoin de la défendre. Pour le moment, un lycée qui va porter le nom de Samuel Paty à Montévrain. C'est bien. D'accord. Et je trouve que ça, c'est une initiative courageuse que vous devriez saluer. Mais je la salue. Et il n'y a toujours pas d'amphithéâtre Charb à la Sorbonne. Je ne peux que le regretter. Oui, nous le regrettons et il n'y a pas de nouvelles. Donc on lance un appel au recteur, rectrice, je ne sais pas, de la Sorbonne. Allez, le président. Merci. C'est au président. Mais je peux lui passer le message, Valérie. Passez-lui le message parce que c'est voilà. Merci à vous. Merci à Valérie. Merci Valérie. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite une excellente année 2025.